Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous avec la littérature où nous parcourons ensemble des classiques de la littérature française ou étrangère. Alors, je vous retrouve ce soir avec grand plaisir car nous allons nous plonger et nous replonger car le livre a été entamé avant moi dans l'univers d'Émile Zola avec son roman Le Rêve. Alors, quelques mots sur l'auteur rapide avant de commencer la lecture. Émile Zola est un écrivain et journaliste français, né à Paris en 1840 et mort en 1902. Il est l'un des romanciers français que d'ailleurs vous connaissez forcément, les plus connus, publiés, traduits et commentés au monde. Et ses romans ont notamment connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Alors il est principalement connu pour Les Rougon-Macquart, fresque romanesque en 20 volumes, qui dépeint la société française sous le Second Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart à travers ces différentes générations. Et donc chacun des représentants représente donc une époque et une génération particulière. Les plus connus donc, de ces volumes des Rougon-Macquart étant L'Assommoir, Nana et Germinal, que j'espère que vous avez lu. Mais donc, et puis quelques mots importants aussi sur Émile Zola, car vous savez sûrement qu'il a été connu, et les dernières années de sa vie ont été marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus, avec la publication en 1898 dans le quotidien L'Aurore de l'article intitulé « J'accuse », qui lui a valu par la suite un procès pour diffamation et un exil à Londres dans la même année. Voilà donc pour les quelques mots sur cet auteur que vous connaissez donc tous sûrement. Et ce soir, c'est avec Le Rêve donc, que nous allons passer la soirée. Donc, c'est un roman qu'Émile Zola a publié en 1888 et qui constitue le 16e volume de la série des Rougon-Macquart. Donc, dans ce roman-là, il y aborde le thème de la religion et en s'intéressant à la foi populaire et à l'importance du mystique dans la société française de la seconde moitié du 19e siècle. Voilà, donc avant de commencer la lecture et de reprendre à la page 135, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. N'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos commentaires ou à nous suggérer des lectures, des livres que vous aimeriez que nous lisions dans cette émission. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et donc je recommence la lecture. Du temps s'écoula encore. Angélique n'en avait pas conscience. Cela lui parut naturel lorsque Félicien arriva, enjambant la balustrade du balcon. Sur le ciel blanc, sa taille haute se détachait. Il n'entra pas. Il resta dans le cadre lumineux de la fenêtre. « N'ayez pas peur, c'est moi qui suis venue. » Elle n'avait pas peur, elle le trouvait simplement exact. « C'est par les charpentes, n'est-ce pas, que vous êtes monté ?»« Oui, par les charpentes. » Ce moyen si aisé la fit rire. Il s'était hissé d'abord sur l'auvent de la porte, puis, de là, grimpant le long de la console, dont le pied s'appuyait au bandeau du rez-de-chaussée, il avait sans peine atteint le balcon. « Je vous attendais. Venez près de moi. » Félicien, qui arrivait violent, jeté aux résolutions folles, ne bougea pas, étourdi de cette félicité brusque. Et Angélique, maintenant, était certaine que les saintes ne lui défendaient pas d'aimer, car elle les entendait l'accueillir avec elle, d'un rire d'affection, léger comme une haleine de la nuit. Où avait-elle eu la sottise de prendre qu'Agnès se fâcherait? À son côté, Agnès était radieuse, d'une joie qu'elle sentait descendre sur ses épaules et l'envelopper. Pareille à la caresse de deux grandes ailes. Toute qui était morte d'amour se montrait compatissante aux peines des vierges et ne revenait errer par les nuits chaudes que pour veiller, invisible, sur leur tendresse en larmes. Venez près de moi, je vous attendais.
Alors, chancelant, Félicien entra. Il s'était dit qu'il la voulait, qu'il la saisirait entre ses bras, à l'étouffer, malgré ses cris. Et voilà qu'en la trouvant si douce, voilà qu'en pénétrant dans cette chambre toute blanche et si pure, il redevenait plus candide et plus faible qu'un enfant. Il avait fait 3 pas, mais il frissonnait. Il tomba sur les 2 genoux, loin d'elle. Si vous saviez quelle abominable torture. Je n'avais jamais souffert ainsi. L'unique douleur est de ne se croire pas aimé. Je veux bien tout perdre, être un misérable, mourant de faim, tordu par la maladie. Mais je ne veux plus passer une journée avec ce mal dévorant dans le cœur de me dire que vous ne m'aimez pas. Soyez bonne, épargnez-moi. Elle l'écoutait, muette, bouleversée de pitié, bien heureuse cependant. Ce matin, comme vous m'avez laissé partir, je m'imaginais que vous étiez devenu meilleur, que vous aviez compris. Et je vous ai trouvée telle qu'au premier jour, indifférente, me traitant en simple client qui passe, me rappelant durement aux questions basses de la vie. Dans l'escalier, je trébuchais. Dehors, j'ai couru, j'avais peur d'éclater en larmes. Puis, au moment de monter chez moi, il m'a semblé que j'allais m'étouffer si je m'enfermais. Alors je me suis sauvée en rase campagne. J'ai marché au hasard, un chemin, puis un autre. La nuit s'est faite, je marchais encore, mais le tourment galopait aussi vite et me dévorait. Quand on aime, on ne peut fuir la peine de son amour. Tenez, c'est là que vous aviez planté le couteau et la pointe s'enfonçait toujours plus avant. Il y eut une longue plainte, au souvenir de son supplice. Je suis restée des heures dans l'herbe, abattue par le mal, comme un arbre arraché. En plus, rien n'existait, il n'y avait que vous. La pensée que je ne vous aurais pas me faisait mourir. Déjà, mes membres s'engourdissaient, une folie emportait ma tête. Et c'est pourquoi je suis revenue. Je ne sais par où j'ai passé, comment j'ai pu arriver jusqu'à cette chambre. Pardonnez-moi, j'aurais fendu les portes avec mes poings. Je me serais hissée à votre fenêtre au plein jour. Elle était dans l'ombre. Lui, à genoux sous la lune, ne la voyait pas. Toute pâlie de tendresse, repentante, si émue qu'elle ne pouvait parler. Il la crut insensible. Il joignit les mains. Cela date de loin. C'est un soir que je vous ai aperçu ici à cette fenêtre. Vous n'étiez qu'une blancheur vague. Je distinguais à peine votre visage et pourtant je vous voyais. Je vous devinais tel que vous êtes. Mais j'avais très peur. J'ai rôdé pendant des nuits sans trouver le courage de vous rencontrer en plein jour. Et puis, vous me plaisez dans ce mystère. Mon bonheur était de rêver à vous, comme à une inconnue que je ne connaîtrais jamais. Plus tard, j'ai su que vous étiez... On ne peut résister à ce besoin de savoir, de posséder son rêve. C'est alors que ma fièvre a commencé. Elle a grandi à chaque rencontre. Vous vous rappelez la première fois, dans ce champ, le matin où j'examinais le vitrail. Jamais je ne m'étais sentie aussi gauche. Vous avez eu bien raison de vous moquer de moi. Et je vous ai effrayé ensuite. J'ai continué à être maladroit en vous poursuivant jusque chez vos pauvres. Déjà, je cessais d'être le maître de ma volonté, je faisais les choses avec l'étonnement et la crainte de les faire. Lorsque je me suis présentée pour la commande de cette mitre, c'est une force qui me poussait car moi je n'osais point. J'étais certain de vous déplaire. Si vous compreniez à quel point je suis misérable. Ne m'aimez pas, mais laissez-moi vous aimer. Soyez froide, soyez méchante. Je vous aimerai comme vous serez.
Je vous demande que de vous voir sans espoir aucun, pour l'unique joie d'être ainsi, à vos genoux. » Il se tut, défaillant, perdant courage à croire qu'il ne trouverait rien pour la toucher. Et il ne sentait pas qu'elle souriait d'un sourire invincible, peu à peu grandi sur ses lèvres. Ah, le cher garçon, il était si naïf et si croyant. Il récitait là sa prière de cœur tout neuf et passionné en adoration devant elle, comme devant le rêve même de sa jeunesse. Dire qu'elle avait lutté d'abord pour ne pas le revoir, puis qu'elle s'était jurée de ne l'aimer sans jamais qu'il le sût. Un grand silence s'était fait. Les saintes ne défendaient point d'aimer lorsqu'on aimait ainsi. Derrière son dos, une gaieté avait couru à peine un frisson, l'onde mouvante de la lune sur le carreau de la chambre. Un doigt invincible, sans doute celui de sa gardienne, se posa sur sa bouche pour la déceler de son serment. Elle pouvait parler désormais. Tout ce qui flottait de puissant et de tendre à son entour lui soufflait de ses paroles. « Ah oui, je me souviens. » Et Félicien, tout de suite, fut pris par la musique de cette voix, dont le charme était sur lui si fort que son amour grandissait rien qu'à l'entendre. « Oui, je me souviens. Quand vous êtes venu dans la nuit, vous étiez si loin. Les premiers soirs que le petit bruit de vos pas me laissait incertaine. Ensuite, je vous ai reconnu. Et j'ai vu plus tard votre ombre. Et un soir enfin, vous vous êtes montré par une belle nuit, pareille à celle-ci, en pleine lumière blanche. Vous sortiez lentement des choses telles que je vous attendais depuis des années. Je me souviens du grand rire que je retenais qui a éclaté malgré moi, lorsque vous avez sauvé ce linge emporté par la chevrotte. Je me souviens de ma colère lorsque vous me voliez mes pauvres en leur donnant tant d'argent que j'avais l'air d'une avare. Je me souviens de ma peur, le soir où vous m'avez forcé à courir si vite les pieds nus dans l'herbe. Oui, je me souviens. Sa voix de cristal s'était troublée un peu dans le frisson de ces derniers souvenirs qu'elle évoquait, comme si le « je vous aime » eût de nouveau passé sur son visage. Et lui l'écoutait avec ravissement. J'ai été méchante, c'est bien vrai. On est si sotte quand on ne sait pas. On fait des choses qu'on croit nécessaires, on a peur d'être en faute dès qu'on obéit à son cœur. Mais que j'ai eu des remords ensuite, que j'ai souffert de votre souffrance. Si je voulais expliquer cela, je ne pourrais pas sans doute. Lorsque vous êtes venu avec votre dessin de Sainte Agnès, j'étais enchantée de travailler pour vous. Je me doutais bien que vous reviendrez chaque jour. Et voyez un peu, j'ai affecté l'indifférence. Comme si je prenais à tâche de vous chasser de la maison. On a donc le besoin de se rendre malheureux. Tandis que j'aurais voulu vous accueillir les mains ouvertes, il y avait au fond de mon être une autre femme qui se révoltait, qui avait crainte et méfiance de vous, qui se plaisait à vous torturer d'incertitude, dans l'idée vague d'une querelle à vider, dont elle aurait oublié les causes très anciennes. Je ne suis pas toujours bonne. Il repousse en moi des choses que j'ignore. Et le pis, certes, est que je vous ai parlé d'argent. Ah, l'argent. Moi qui n'y ai jamais songé, qui en accepterais seulement de plein chariot pour la joie d'en faire pleuvoir où je voudrais. Quel amusement de malice ai-je pu prendre à me calomnier ainsi? Me pardonnerez-vous? Félicien était à ses pieds. Il avait marché sur les genoux jusqu'à elle. C'était inespéré et sans borne. Il murmura. Ah, chère âme, inestimable et belle et bonne, d'une bonté de prodige qui m'a guéri d'un souffle. Je ne sais plus si j'ai souffert. Et c'est à vous de me pardonner.
car j'ai à vous faire un aveu, il faut que je vous dise qui je suis. Un grand trouble le prenait, à l'idée qu'il ne pouvait se cacher davantage, lorsqu'elle se confiait si franchement à lui. Cela devenait déloyal. Il hésitait pourtant, dans la crainte de la perdre si elle s'inquiétait de l'avenir, en le connaissant enfin. Et elle attendait qu'il parlât, de nouveau malicieuse malgré elle. À voix très basse, il continua. « J'ai menti à vos parents. »« Oui, je sais, » dit-elle, souriante. « Non, vous ne savez pas. Vous ne pouvez savoir. Cela est trop loin. Je ne peins sur verre que pour mon plaisir, il faut que vous sachiez. » Alors d'un geste prompt, elle lui mit la main sur la bouche et elle arrêta sa confidence. « Je ne veux pas savoir. Je vous attendais, vous êtes venu. Cela suffit. » Il ne parlait plus. Cette petite main sur ses lèvres le suffoquait de bonheur. « Je saurai plus tard, quand il sera temps. Puis je vous assure que je sais. Vous ne pouvez être que le plus beau, le plus riche, le plus noble, car ce rêve-là est le mien. J'attends bien tranquille, j'ai la certitude qu'il s'accomplira. Vous êtes celui que j'espérais, et je suis à vous. » Une seconde fois, elle s'interrompit dans le frémissement des mots qu'elle prononçait. Elle n'était pas seule à les trouver. Il lui arrivait de la belle nuit, du grand ciel blanc, des vieux arbres et des vieilles pierres, endormies dehors, rêvant tout haut ses rêves. Et des voix derrière elle les murmuraient aussi, les voix de ses amis de la légende dont l'air était peuplé. Mais un mot restait à dire, celui où tout allait se fondre. L'attente lointaine, la lente création de l'amant, la fièvre accrue des premières rencontres. Il s'échappa, du vol blanc d'un oiseau matinal montant au jour, dans la blancheur vierge de la chambre. Je vous aime. Angélique, les deux mains ouvertes glissées sur les genoux, se donnait. Et Félicien se rappelait le soir où elle courait pieds nus dans l'herbe, si adorable, qu'il l'avait poursuivie pour balbutier à son oreille. « Je vous aime ». Il entendait bien qu'elle venait seulement de lui répondre du même cri « Je vous aime », l'éternel cri sortit enfin de son cœur grand ouvert. « Je vous aime, prenez-moi, emportez-moi, je vous appartiens ». Elle se donnait dans un ton de toute sa personne. C'était une flamme héréditaire rallumée en elle. Ses mains tâtonnantes étreignaient le vide, sa tête trop lourde pliait sur sa nuque délicate. S'ils avaient tendu les bras, elle y serait tombée, ignorant tout, cédant à la poussée de ses veines, n'ayant que le besoin de se fondre en lui. Et ce fut lui, venu pour la prendre, qui trembla devant cette innocence si passionnée. Il la retint doucement par les poignets, il lui recroisa ses mains chastes sur la poitrine. Un instant, il la regarda, sans même céder à la tentation de baiser ses cheveux. « Vous m'aimez et je vous aime. Ah, la certitude d'être aimé. » Mais un émoi les tira de ce ravissement. Qu'était-ce ? Il se voyait dans une grande lumière blanche, il lui semblait que la clarté de la lune s'élargissait, resplendissait comme celle d'un soleil. C'était l'aube, une nuée s'empourprait au-dessus des ormes de l'évêché. Et, quoi, déjà le jour ? Il en restait confondu. Il ne pouvait croire que depuis des heures, ils étaient là, à causer. Elle ne lui avait rien dit encore, et il lui avait tant de choses à dire. Une minute, rien qu'une minute. L'aube souriante grandissait, l'aube déjà tiède d'une chaude journée d'été.
une à une, les étoiles venaient de s'éteindre, et avec elles étaient parties les visions errantes, les amis invisibles, remontés dans un rayon de lune. Maintenant, sous le plein jour, la chambre n'était plus blanche que de la blancheur de ses murs et de ses poutres, toute vide avec ses antiques meubles de chêne sombre. On voyait le lit défait, qu'un des rideaux de Perse, retombé, cachait à demi. Une minute encore. Angélique s'était levée, refusant, pressant Félicien de partir. Depuis que le jour croissait, elle était prise d'une confusion et la vue du lit l'acheva. À sa droite, elle avait cru entendre un léger bruit, tandis que ses cheveux s'envolaient, bien que pas un souffle de vent ne fût entré. N'était-ce pas Agnès qui s'en allait, la dernière, chassée par le soleil ? Non, laissez-moi, je vous en prie, il fait si clair maintenant, j'ai peur. Alors Félicien, obéissant, se retira. Être aimé, cela dépassait son désir. À la fenêtre pourtant, il se retourna, il la regarda longuement encore, comme s'il voulait emporter en lui quelque chose d'elle. Tous deux se souriaient, baignés d'aube, dans cette caresse prolongée de leurs regards. Une dernière fois, il lui dit « Je vous aime ». Et elle répéta « Je vous aime ». Ce fut tout. Il était descendu déjà par les charpentes, avec une agilité souple, tandis que, demeurée sur le balcon, accoudée, elle le suivait des yeux. Elle avait pris le bouquet de violettes, elle le respirait pour dissiper sa fièvre. Et quand il traversa le clos Marie et qu'il leva la tête, il l'aperçut qui baisait les fleurs. Félicien avait à peine disparu derrière les saules qu'Angélique s'inquiéta en attendant au-dessous d'elle ouvrir la porte de la maison. 4 heures sonnaient, on ne s'éveillait jamais que 2 heures plus tard. Sa surprise augmenta lorsqu'elle reconnut Hubertine, car d'habitude, Hubert descendait le premier. Elle la vit se promener lentement par les allées de l'étroit jardin, le bras abandonné. La face pâle dans l'air matinal, comme si un étouffement lui eût fait quitter sa chambre tôt, après une nuit brûlante d'insomnie. Et Hubertine était très belle encore, vêtue d'un simple peignoir, avec ses cheveux noués à la hâte, et elle semblait très lasse, heureuse et désespérée. Chapitre 8. Le lendemain, en s'éveillant d'un sommeil de 8 heures, d'un de ces doux et profonds sommeils qui reposent des grandes félicités, Angélique courut à sa fenêtre. Le ciel était pur, le temps chaud continuait après un gros orage qui l'avait inquiétée la veille, et elle cria joyeusement à Hubert, en train d'ouvrir les volets au-dessous d'elle. « Père, père, du soleil! Ah, que je suis contente, la procession sera belle !» Vite, elle s'habilla pour descendre. C'était ce jour-là, le 28 juillet, que la procession du miracle devait parcourir les rues de Beaumont. Et chaque année, à cette date, il y avait fête chez les brodeurs. On ne touchait pas une aiguille, on passait la journée à orner le logis, d'après tout un arrangement traditionnel que, depuis 400 ans, les mères léguaient aux filles. Angélique, en se hâtant de prendre son café au lait, s'occupait déjà des tentures. « Mère, on devrait les visiter, pour voir si elles sont en bon état. » « Nous avons le temps, » répondit Hubertine, de sa voix placide. « Nous les accrocherons pas avant midi. » Il s'agissait de 3 panneaux admirables, d'anciennes broderies, que les Hubert gardaient avec dévotion, comme une réplique de famille, et qu'ils sortaient, une fois l'an, le jour où passait la procession. Dès la veille, selon l'usage, le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, était allé de porte en porte avertir les habitants de l'itinéraire qui suivrait la statue de Sainte Agnès, accompagné de monsieur portant le Saint-Sacrement.
il y avait plus de 4 siècles que cet itinéraire restait le même. Le départ se faisait de la porte Sainte-Agnès, la rue des Orfèvres, la Grand-Rue, la rue Basse, puis après avoir traversé la ville nouvelle, on regagnait la rue Magloire et la place du Cloître pour entrer par la grande façade. Et les habitants sur le parcours rivalisaient de zèle, pavoisaient les fenêtres, tendaient les murs de leurs plus riches étoffes, semaient le petit pavé caillouteux de roses effeuillées. Angélique ne se calma que lorsqu'on lui eut permis de tirer les 3 morceaux brodés du tiroir où il dormait l'année entière. Ils n'ont rien eu, rien du tout, murmurait-elle, ravie. Quand elle eut enlevé soigneusement les papiers fins qui les protégeaient, ils apparurent, tous les 3 consacrés à Marie. La Vierge recevant la visite de l'ange, la Vierge pleurant au pied de la croix, la Vierge montant au ciel. Il datait du XVe siècle, en soie nuancée sur fond d'or, d'une conservation merveilleuse, et les brodeurs, qui en avaient refusé de grosses sommes, en étaient très fiers. « Mère, c'est moi qui les accroche. » C'était toute une affaire. Hubert passa la matinée à nettoyer la façade. Il emmanchait un balai au bout d'un bâton, il époussetait les pans de bois garnis de briques jusqu'aux charpentes du comble, puis il lavait à l'éponge les soubassements de pierre, ainsi que toutes les parties de la tourelle d'escalier qu'il pouvait atteindre. Et les 3 morceaux brodés alors prenaient leur place. Angélique les accrocha, par les anneaux, au clou séculaire, l'Annonciation sous la fenêtre de gauche, l'Assomption sous celle de droite, tant quant au calvaire, il avait ses clous au-dessus de la grande fenêtre du rez-de-chaussée, et elle dut sortir une échelle pour l'y pendre à son tour. Déjà, elle avait garni de fleurs les fenêtres. L'antique logis semblait revenu au temps lointain de sa jeunesse, avec ses broderies d'or et de soie rayonnantes dans le beau soleil de fête. Depuis le déjeuner, toute la rue des Orfèvres s'activait. Pour éviter la chaleur trop forte, la procession ne sortait qu'à 5 heures. Mais dès midi, la ville faisait sa toilette. En face des Hubert, l'Orfèvre tendait sa boutique de draperie bleu ciel brodée d'une frange d'argent, tandis que le cirier à côté utilisait les rideaux de son alcôve, des rideaux de cotonnade rouge saignant au plein jour. Et c'était à chaque maison, d'autres couleurs, une prodigalité d'étoffes, tout ce qu'on avait, jusqu'à des descentes de lits battant dans les souffles de l'as de la chaude journée. La rue en était vêtue d'une gaieté éclatante et frissonnante, changée en une galerie de gala ouverte sous le ciel. Tous les habitants s'y bousculaient, parlant haut comme chez eux, les uns promenant des objets à plein bras, les autres grimpant, clouant, criant. Sans compter le reposoir qu'on dressait au coin de la grande rue et qui mettait en l'air les femmes du voisinage empressées à fournir les vases et les candélabres. Angélique courut offrir les 2 flambeaux en pierre qui ornaient la cheminée du salon. Elle ne s'était pas arrêtée depuis le matin, elle ne se fatiguait même pas, soulevée, portée par sa grande joie intérieure. Et comme elle revenait, les cheveux au vent, effeuillait des roses dans une corbeille, Hubert plaisanta. « Tu te donneras moins de mal le jour de tes noces, c'est donc toi qu'on marie ?»« Mais oui, c'est moi, répondit-elle gaiement. Hubertine sourit à son tour. « En attendant, puisque la maison est belle, nous ferions bien de monter nous habiller. »« Tout de suite, mère. Voici ma corbeille pleine. » Elle acheva d'effeuiller ses roses qu'elle se réservait de jeter devant Monseigneur. Les pétales pleuvaient de ses doigts minces, la corbeille débordait légère, odorante. Et elle disparut dans l'étroit escalier de la tourelle en disant avec un grand rire « Vite, je vais me faire belle comme un astre !» Et voilà, voici que s'achève notre lecture pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN
Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.